je ne sais pas si vous... parmi vous, il y a des gens qui sont déjà dans le milieu écologiste, c'est-à-dire qui ont mené des batailles, soit dans ce qu'on appelle le mouvement environnementaliste, style LPO, Amis de la Terre, etc., ou issus de partis de ce qu'on appelle l'écologie politique, les Verts notamment, on pourrait même dire le mouvement des croissants. Si c'est aujourd'hui un peu nouveau comme thématique pour vous. Alors moi je suis issu du mouvement ouvrier, syndicaliste cheminot, j'étais pas particulièrement écologiste non plus, et c'est la thématique de l'écologie, nous, elle nous est venue de fait par notre pratique syndicale. Et c'est un petit peu ça que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi l'écologie est pour le NPA et pour le mouvement ouvrier en général, d'ailleurs pas que pour le NPA, pas seulement un thème comme ça de plus qu'on rajoute, comme plein d'autres, mais quelque chose qui doit être constitutif de l'ensemble de notre pratique, y compris des revendications qu'on défend dans le milieu étudiant, dans le milieu ouvrier, etc. C'est-à-dire pas le petit thème d'à côté. On va à la manif de Notre-Dame-des-Landes, on s'intéresse un peu aux OGM ou un machin comme ça, mais en quoi justement la bataille de l'écologie est un des socles de notre programme et de nos interventions dans le milieu social et dans le milieu ouvrier en particulier. Je vais vous dresser un petit constat volontairement catastrophiste, mais malheureusement qu'il n'est pas tant que ça. On a connu l'année dernière la campagne sur la COP21, ça a permis quand même à pas mal d'entre nous de s'apercevoir que le réchauffement climatique n'était pas seulement un phénomène d'augmentation d'1 ou 2 degrés de la température, mais que ça pourrait avoir des conséquences redoutables. Et ces conséquences, elles existent déjà depuis de nombreuses années. En gros, depuis les 150 ans du développement, un peu plus de 150 ans de développement de l'industrie capitaliste, donc de l'industrie de consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a réussi à transformer les conditions de vie de l'homme sur Terre 1000 fois plus rapidement que ce qui se faisait auparavant. Et je précise bien les conditions de vie de l'homme dans le terme générique, hein, c'est les hommes et les femmes, sur Terre, parce que la Terre, elle, survivra à une catastrophe écologique. Et il y aura même d'ailleurs des espèces qui survivront à une catastrophe écologique. Donc quand on parle aujourd'hui de destruction de la Terre, c'est pas de la planète en elle-même, mais c'est des conditions de vie des êtres humains sur la Terre. Nous, on disparaîtra si jamais on continue le même processus que celui qui s'est engagé il y a à peu près 150 ans avec l'industrialisation. Alors, ces conséquences, on commence à les voir maintenant. On a la problématique du réchauffement climatique. On sait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1,2 d'augmentation de la température mondiale. C'est une moyenne. Dans un pays comme la France, c'est aujourd'hui 2,5. Au niveau des pôles, c'est 3,5. On voit bien les différences donc, de nature. Les fameux 1,2 moyens ont déjà des conséquences en Europe et des conséquences encore plus graves aux pôles. Ces conséquences de ce réchauffement climatique, ça commence maintenant. Quand on regarde, là on est en pleine bataille sur les réfugiés, donc les réfugiés des guerres souvent, mais pour ceux et celles d'entre vous qui militent avec les réfugiés aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle des réfugiés économiques. Et si vous interrogez une grande partie des réfugiés économiques, on se rend compte qu'en fait, ils sont déjà des réfugiés climatiques. Un exemple simple, là on discutait il y a quelques jours avec des réfugiés qui provenaient de Casamance. Il y avait quasiment personne de Casamance il y a 15 ans en France. Aujourd'hui, il y a une grande partie de la population de Casamance, donc sud du Sénégal, qui sont des travailleurs souvent sans papier ou des réfugiés en Europe. Ce départ, il ne s'est pas fait comme ça. Il s'est fait pour une raison très simple. C'est qu'en Casamance, on vivait de l'agriculture et beaucoup de la pêche.
avec le réchauffement climatique et avec l'industrie de la pêche des pays très développés, qu'est-ce qui s'est passé? Les poissons commencent à manquer. Donc maintenant, les bateaux japonais, les bateaux français, ces grosses usines, etc., commencent à s'approcher des côtes africaines. Et on détruit complètement toute la pêche en Casamance. Donc une population qui n'immigrait pas est sont aujourd'hui ce qu'on appelle des réfugiés économiques. Mais en réalité, ce sont des réfugiés de fait climatiques, en tout cas des réfugiés écologiques. On sait à court terme, et ça commence à se voir maintenant, que ce réchauffement en Sibérie, par exemple, qui est une région très peu habitée parce qu'il y fait très froid, des régions entières de la Sibérie maintenant commencent à devenir totalement accessibles. C'est-à-dire qu'on peut maintenant y habiter, les températures deviennent celles d'un grand hiver chez nous, quoi. Tout à côté de la Sibérie, il y a une grande partie de la population chinoise qui vit sur les côtes, qui, elle, est confrontée à une sécheresse redoutable. On voit le désert de Gobi, notamment, qui atteint quasiment Pékin. Et un des phénomènes qu'on commence à voir, et les perspectives, c'est dans les 15 années à venir, ce sont des déplacements très importants de population de Chine vers la Sibérie. Ce n'est pas le même pays. Ces déplacements de population, ils vont se faire parce qu'il faut bien aller vivre quelque part. Donc passer d'une zone qui se désertifie à une zone qui, elle, commence à apparaître, puisque avec le dégel, commence à être une zone riche et non habitée. On commence à avoir des déplacements de population de Chine vers la Sibérie. Ça veut dire des conflits, donc des guerres probables, puisque la Russie ne va pas cesser d'envahir par des milliers ou des centaines de milliers de réfugiés climatiques chinois. On connaît ce même problème en Afrique aujourd'hui avec le Sahel qui se développe et des remontées de population ou des descentes de population. Donc on le voit bien que ce réchauffement climatique, pour l'instant limité à 1,2 degré, et on sait que dans les 50 ans à venir, c'est 2 voire 3 degrés d'augmentation si on ne fait rien. On voit qu'on va donc avoir non seulement des conflits, des guerres, mais aussi des déplacements de population tels que c'est l'ensemble de l'équilibre mondial qui va être mis en cause. Ça, c'est l'aspect réchauffement climatique. L'écologie, c'est aussi... il y a une personne qui fait une émission sur France Inter assez intéressante, son nom va me revenir, c'est pas grave, qui disait « Attention, le réchauffement climatique ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt », parce que derrière ce réchauffement climatique, pour l'instant, ce qu'on travaille peu, dont on parle peu d'ailleurs encore pour l'instant, c'est la destruction des écosystèmes. Là aussi, en 150 ans, on a vu disparaître des espèces comme on n'avait jamais vu disparaître dans les milliers d'années de l'existence humaine. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'espèces qui disparaissent chaque année. Alors ça va des insectes jusqu'aux mammifères, bien entendu. Et cette destruction, elle a des conséquences relativement graves. Il y en a une que vous connaissez, c'est celle des abeilles. On a aujourd'hui un véritable risque avec les abeilles. Les abeilles qui sont les pollinisateurs, et en absence de pollinisation, eh bien, c'est l'ensemble de la chaîne de biodiversité qui risque de se détruire. On n'est pas très loin d'une catastrophe avec les abeilles. Aujourd'hui, toutes les batailles qui sont menées contre des grandes industries de l'agroalimentaire et des pesticides sont faits pour sauver ces abeilles, notamment. C'est là-dessus que les grandes batailles sont parties. On a là aussi une catastrophe à très court terme, et la disparition des espèces est aujourd'hui extrêmement inquiétante. Autre aspect de l'écologie, qui est importante pour nous, c'est dans le travail humain lui-même, la disparition des terres agricoles. Un pays comme la France était jusqu'au milieu des années 50 avec encore pas loin de 60% de sa population qui travaillait dans les campagnes, c'est-à-dire des paysans. Aujourd'hui, on est au même niveau que l'Angleterre ou l'Allemagne, c'est-à-dire la population des paysans, quoi. En gros, c'est 3, 4, 5% à tout casser, et d'année en année, cette population baisse. Ça a 2 conséquences. L'une, ce sont les villes qui s'étendent sur les terres agricoles, donc la nécessité, et ces villes s'étendant, il faut les nourrir, et donc la nécessité d'une industrie agroalimentaire de plus en plus fonctionnant avec des engrais, avec des pesticides, etc., et l'incapacité de nourrir ces villes.
Et la nécessité aussi, on la connaît, on la voit maintenant, c'est multiplication des autoroutes, multiplication des bateaux, multiplication des grands trains, je vais en parler tout à l'heure quand je parlerai un peu des transports. On est en train de faire d'immenses trains en France, un train ça fait 750 mètres aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle les autoroutes du rail, avec des trains de 1500 mètres de long, pour pouvoir transporter les marchandises des produits agricoles que l'on fait maintenant au Maroc, en Espagne, en Afrique, etc. Parce qu'on n'est plus capable de les faire sur nos propres terres agricoles. Cet aspect-là, c'est l'augmentation de fait de la pollution. Autre conséquence, effectivement, conséquence de ces dégradations de ces 150 dernières années, c'est effectivement la pollution. On est en train de créer aujourd'hui, on sait qu'une grande partie des cancers qui se développent aujourd'hui sont liés pour des générations aux pesticides qu'ils ont avalés dans les années 70, là où on accumulait l'utilisation de pesticides. Moi je me souviens quand j'étais enfant, on regardait les avions balancer, on était en dessous, puis ils ont trouvé ça vachement agréable de voir ces nuages de pesticides, on était juste en dessous. On a maintenant des milliers de cancers qui sont liés à ces pesticides développés dans les années 70. Aujourd'hui, l'utilisation des nanotechnologies, on ne maîtrise pas très bien les conséquences qu'elles vont avoir, mais on sait qu'on est en train de polluer les générations futures à assez court terme avec un développement anarchique des nanotechnologies. Enfin, dans le milieu de travail, vous verrez au fur et à mesure, peut-être déjà certains d'entre vous y sont dans les comités d'hygiène-sécurité. Le milieu de travail n'est pas du tout à l'abri non plus de ces désastres écologiques, puisque à peu près partout maintenant, les conditions de travail sont touchées par l'utilisation des produits chimiques, les conditions de travail, l'informatique notamment, les ondes se développent dans l'ensemble des milieux de travail, et on trouve de plus en plus de personnes qui sont sensibles, ce qu'on appelle électrosensibles ou radiosensibles, etc. Au point que, moi je vois à la SNCF dans mon entreprise, il y a maintenant une cellule pour travailler sur les gens qui ne peuvent plus être à côté d'un téléphone, être dans un poste de travail où il y a de l'informatique et le Wi-Fi notamment, etc. Donc on le voit, en fait, cette thématique écologique, elle n'est pas seulement quelque chose sur lequel quelquefois on peut se battre ou être sensible contre les OGM, etc., mais qu'elle touche l'ensemble de notre vie et qu'elle va avoir, elle a déjà des conséquences extrêmement importantes. Alors qui était sur ce milieu de lutte écologique? C'est pas nouveau, hein, le fait que des gens, dès les années 70, plusieurs revues, on peut dire après 68, dans un pays comme la France, mais en Europe, aux États-Unis également, dans les pays développés, des mouvements ont commencé à donner l'alerte sur cette situation-là, à se rendre compte que la production avait des conséquences. Mais c'était des mouvements, au départ, assez issus du mouvement de 68, plutôt issus du mouvement ouvrier d'ailleurs, j'en parlerai aussi avec André Gors, mais très rapidement, on a vu un mouvement écologiste se séparer entre deux catégories. La première catégorie, ce sont les gens qui militaient sur ce qu'on appelle l'environnement. Donc là, vous allez retrouver une quantité d'associations, d'organisations comme la Ligue de protection des oiseaux notamment, les Amis de la Terre, etc. Les gens qui luttent sur le nucléaire ou autres. Et puis une écologie politique qui commençait déjà à naître à ce moment-là, qui a commencé à naître dans les années 70, qui expliquait que à partir du moment où on considérait que ce développement humain était dangereux pour l'humanité, il fallait essayer de transformer la société et donc rentrer dans la vie politique. Ça s'est fait avec des gens qui au départ pensaient en termes plutôt anticapitalistes, en disant c'est ce système, le système capitaliste qui est responsable, c'est donc en luttant contre le système capitaliste qu'on mettra un frein à ces dérives écologistes. Et très rapidement, ce mouvement écologiste a abandonné ce terrain-là et est devenu, je dirais, un parti électoraliste, d'une certaine façon. C'est ce que vous connaissez maintenant avec Europe Écologie Les Verts. Donc il y a une écologie politique qui s'est installée il y a une quarantaine d'années, qui est dominante. On peut dire que le mouvement écologiste aujourd'hui, il est dominé à la fois par
par deux pieds, quoi, le mouvement environnementaliste, et là qui regroupe énormément de jeunes. On le voit dans une quantité de luttes. Et ce mouvement environnementaliste, aujourd'hui, a tendance à se repolitiser avec des affaires comme les luttes sur les projets inutiles, à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, par exemple, etc. Là, c'est énormément de jeunes. Et puis, par contre, un milieu un peu vieillissant, qui est ceux qui luttent sur la biodiversité, ceux qui luttent sur des espèces particulières, la défense des terres agricoles, etc. C'est plutôt des générations un peu anciennes. Ça, c'est le développement de l'écologie par le mouvement environnementaliste. Et une écologie politique qui est devenue ce que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire, allez, je vais faire simple, c'est la branche écologiste du PS, quoi, en gros. C'est le fonctionnement de la même façon, cherchant à gagner des places au Parlement, dans les différentes administrations, dans les mairies, etc., mais ayant oublié, par contre, la composante qui était celle de départ, qui était la remise en cause de la société capitaliste. Et un mouvement ouvrier, lui, c'est-à-dire nous, des partis de la gauche radicale, le mouvement syndical, qui s'était intéressé très vite, dès les années 60, à cette destruction de l'écologie, enfin en tout cas de notre écosystème. On peut dire que c'est même à partir du mouvement syndical que les premiers écologistes sont apparus, et vous avez un écrivain marxiste, sartrien, André Gorz, qui dès 1962 commence à écrire des livres et un certain nombre de revues dans des revues syndicales, en mettant en garde le mouvement ouvrier, en disant attention, on ne peut pas lutter que pour développer et améliorer les conditions de travail des salariés. Le mouvement syndical doit s'intéresser à ce qu'il produit. Parce qu'en fait, le mouvement ouvrier, dans ses premières luttes, il faut bien le reconnaître, c'est la révolution russe, hein, c'est la phrase de Lénine, la révolution c'est l'électricité, l'industrie et l'électricité, considérait que le progrès, qui était nécessaire, c'était un progrès technique, et que pour donner ce progrès technique à la grande masse de la population, il fallait utiliser ce que la Terre nous offrait, c'est-à-dire ses minerais, c'est-à-dire l'ensemble de l'eau, le soleil, l'énergie, l'électrique, le charbon, etc. Donc on a considéré le mouvement ouvrier très longtemps que le progrès était associé à l'augmentation de la production, cette augmentation de la production permettant de favoriser les conditions de vie de la grande masse de la population. C'était pas complètement faux, sauf qu'on a accompagné le mouvement ouvrier, de fait, a accompagné le développement de l'industrie capitaliste qui partait sur les mêmes bases, qui était de dire, si on veut faire plus de profit, il faut créer plus de produits, créer une société de consommation et donc utiliser de plus en plus des ressources de la terre. Donc on ne peut pas dire que le mouvement ouvrier au départ ait eu cette grande conscience du dégât que l'on produisait, et avec nous les premières conséquences, comme je disais tout à l'heure, les premiers qui vont être touchés par le réchauffement climatique, les premiers qui vont être touchés par la dégradation de l'écosystème, ce sont bien les couches les plus pauvres. Les réfugiés climatiques que l'on voit aujourd'hui, ce n'est pas les riches sénégalais, c'est les petits paysans sénégalais, les petits paysans du Burkina Faso, etc., d'Asie du Sud-Est. Donc ce mouvement ouvrier, de fait, ne s'était pas posé cette problématique. Mais à partir des années 50-60, on commence à trouver des syndicalistes qui, grosso modo, c'est en étudiant les conditions de vie des travailleurs, en fait, et les maladies des travailleurs qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème écologique. Une des grandes batailles, ça a été celle sur l'amiante, puisqu'il y a des lois qui ont été faites sur l'amiante dans les années 90, mais dès les années 50, des syndicalistes se rendent compte que des travailleurs qui travaillent sur l'amiante en meurent, et que l'amiante est un produit naturel, que l'on extrait, comme le charbon, etc. Beaucoup de syndicalistes dans les mines se sont rendus compte assez vite que l'on mourrait de maladies liées au charbon, et c'est à partir de ces conditions de travail et des dégâts sur la vie des travailleurs provoqués par cette industrialisation que les syndicalistes se sont dit qu'on ne pouvait pas se battre uniquement pour l'augmentation de la production et pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et l'amélioration des conditions de vie de la population, mais qu'on devait réfléchir à ce que l'on produisait et à ce que l'on, de fait, fabriquait, sous l'égide du capitalisme, bien sûr, mais voilà. André Gorz, dans le domaine des transports, sur le domaine notamment de la chimie,
donne des exemples dès 1962 en disant les travailleurs, les syndicats devraient commencer à se poser cette question en disant nous ne pouvons pas continuer à produire de telles marchandises ou de tels produits. Il y avait déjà des luttes dans ce domaine-là. On les a connues pendant la guerre d'Algérie notamment, dans l'industrie de l'armement, où des syndicalistes s'étaient posé la question de ne plus construire de chars, de ne plus construire de fusils et de produire autre chose. Ils avaient une technicité, ils étaient capables de produire autre chose que des bombes. Ils s'étaient déjà posé cette question-là. André Gorz va plus loin, il dit « Nous devons, dans le mouvement syndical, nous emparer de la production sur laquelle on travaille et quasiment la transformer. » Ça a un peu fait long feu, dans les années 70, ce mouvement-là, lancé par André Gorz, s'est un peu développé. C'est les premiers textes de l'écologie politique, avec Alain Lipietz par exemple, qui posent la question on ne pourra arrêter les désastres écologiques que si on arrête le capitalisme. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, dans le mouvement environnementaliste comme dans le mouvement d'écologie politique, cette position a été très vite abandonnée. Et on a 40 ans ensuite de bataille écologique où le mouvement ouvrier est quasiment totalement absent. Et même d'ailleurs, bien souvent, un frein. Le meilleur exemple du frein, c'est dans l'industrie nucléaire, où les meilleurs défenseurs de l'industrie nucléaire sont les travailleurs du nucléaire. Il y a une grève sur la centrale nucléaire de Fessenheim qui doit fermer bientôt. C'est les syndicalistes et c'est les ouvriers et ouvrières de l'industrie nucléaire qui se battent pour le maintien du nucléaire. Mais on le voit également dans l'industrie chimique aujourd'hui, des industries chimiques qui sont extrêmement dangereuses. L'explosion de Toulouse d'AZF, c'est la CGT qui a bloqué l'enquête pour ne pas remettre en cause la dangerosité de ce qu'ils fabriquaient dans leur entreprise. C'est la CGT elle-même qui bloquait l'enquête, complètement. Il y a même les enquêtes de comité d'hygiène et sécurité tendaient à prouver que le patron n'avait pas fait d'erreur et que la production d'AZF était une production saine et sans danger. Voilà. Donc non seulement le mouvement ouvrier a perdu ce qui avait été lancé par André Gorz au départ, mais non seulement l'a perdu, mais en plus a développé, alors beaucoup avec l'aide de la CGT, beaucoup aussi avec l'aide de la transformation de la CFDT, qui avait été le premier syndicat à être un peu ouvert à l'écologie, et qui, dès qu'il y a eu la droitisation de la CFDT, ce qu'on a appelé le recentrage syndical, la CFDT a totalement abandonné ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs, quand on est dans des luttes radicales, les thèmes écologiques sont assez prégnants, et des militants et des militantes ouvrières s'en préoccupent. Dès qu'on a une dérive syndicale tendant vers la droite et l'acceptation du système capitaliste, comme la CFDT, c'est le premier thème qui est abandonné. Donc 40 ans quasiment de vide et d'une écologie qui est dominée par des partis réformistes, les Verts notamment, et puis les multiples petits groupes qui tournent autour, Greenpeace, etc. Et puis de l'autre côté, un mouvement environnementaliste qui, lui, du coup, se place dans des niches. C'est-à-dire que vous pouvez être à la LPO aujourd'hui, Ligue de protection des oiseaux, défendre donc la biodiversité et être parfaitement pro-nucléaire. Et dans la LPO, quand il y a un débat sur le nucléaire, il y en a la moitié qui sont pro-nucléaire et l'autre contre. Vous pouvez être dans le mouvement anti-nucléaire aujourd'hui et avoir des gens qui ne se préoccupent pas pour un rond de la biodiversité. Le seul attrait qu'ils ont, eux, c'est d'arrêter le nucléaire. Donc on le voit bien, un mouvement qui s'est complètement éparpillé. Ça, c'est la situation du mouvement écologique aujourd'hui. Ce qui est un petit peu nouveau, et c'est un peu notre engagement à nous, et on n'est pas les seuls, je pense que le parti de gauche est, avec de façon peut-être un peu différente, mais enfin, on peut dire que c'est aussi un des partis ensemble également, sont aussi des partis qui quand même on commencent à s'intéresser à ça. C'est que depuis maintenant à peu près une petite dizaine d'années, des courants du mouvement ouvrier, dont le nôtre, commencent à se réemparer de cette problématique de l'écologie. Alors, pour une raison simple, c'est que on pouvait considérer il y a encore 15, 20 ans, 30 ans, que attendons de faire la révolution, de renverser le capitalisme, et puis nous, on ne polluera pas comme les autres, quoi. Sauf qu'on se rend compte maintenant que les probabilités de faire une révolution à court terme, même moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on la fera,
j'espère y être encore, mais que par contre, l'urgence écologique, elle, est en train de nous rattraper. On n'est pas très loin de ce que Marx écrivait, de ce que les marxistes écrivaient en disant socialisme ou barbarie. Aujourd'hui, la barbarie, de fait, nous rattrape assez rapidement. Je reviens au réchauffement climatique. Les échelles de temps, aujourd'hui, c'est 20 ans. Si on n'a pas tordu dans l'autre sens la production industrielle du système capitaliste mondial, dans les 20 ans à venir, on aura un réchauffement climatique de l'ordre de 2 à 2,5 degrés, donc avec des catastrophes écologiques redoutables. 2,5 degrés, c'est presque 5 degrés en France. C'est pas loin de 10 à 11 degrés sur les pôles. C'est-à-dire la banquise qui fond, les mers qui montent, etc. Et ça, c'est dans les 20 ans, 20-25 ans. Donc aujourd'hui, c'est pas l'histoire qui nous mord la nuque, mais c'est la catastrophe écologique qui nous mord la nuque. Résultat, des organisations comme les nôtres, un peu de contraintes et forcées d'une certaine façon, ont dû s'intéresser à l'écologie. Alors, quelle est, et là je vais en venir un peu à notre approche aujourd'hui, on part avec deux handicaps. Un handicap, c'est qu'on a perdu une quarantaine d'années. Et qu'aujourd'hui, si vous allez sur une bataille avec les faucheurs d'OGM à Notre-Dame-des-Landes ou dans le mouvement anti-nucléaire et que vous dites que vous êtes au NPA, vous n'êtes pas connu, quoi. Les militants d'Europe Écologie peuvent être très souvent contestés dans ces mouvements-là, mais au moins ils existent, ils ont une légitimité. Personne ne leur conteste cette légitimité. Ils sont souvent très contestés, mais par contre tout le monde reconnaît qu'ils sont des écologistes. Nous, on débarque là-dedans. Je peux vous dire qu'avant que le NPA soit reconnu à la Ligue de protection des oiseaux, chez les faucheurs d'OGM, et même dans le mouvement anti-nucléaire, on a aujourd'hui un véritable handicap. L'autre inconvénient, c'est qu'en n'ayant pas pensé notre lutte contre le capitalisme comme étant aussi une lutte contre la production, contre le productivisme, également une lutte pour, d'une certaine façon, une décroissance, puisqu'il est évident que si on ne doit plus produire au même rythme qu'on l'a fait depuis 150 ans, il faut réfléchir à comment produire mieux, mais moins. Parce qu'il n'y a pas de miracle, on aura besoin toujours de charbon, de fer, de minéraux rares aujourd'hui avec tous nos téléphones, etc. Si on ne réduit pas, donc on est confronté compris à ce thème de croissance. Et là, on a un vrai retard aujourd'hui. Et d'où l'intérêt pour nous de former nos militants, le NPA, mais le parti de gauche fait de même, l'ensemble fait de même, de former nos militants et nos militantes dans le mouvement ouvrier notamment, mais dans le mouvement étudiant, dans le mouvement syndical, à tous les niveaux, de rattraper notre retard. Alors, rattraper notre retard, il y a deux... je ne sais pas combien de temps je cause, là. Plus qu'un quart d'heure. Bon, je vais conclure là-dessus, puis après on va peut-être un peu en discuter. Rattraper notre retard, on a deux possibilités. Un, il y a un travail d'élaboration, mais un travail d'élaboration, ça ne peut se faire qu'avec des gens qui ont une expérience déjà de terrain. Et ça, c'est pas simple. Il y a une commission écologique qui s'est mise en place au NPA, qui regroupe maintenant à peu près une vingtaine de militants et militantes qui, eux, sont déjà investis depuis longtemps dans le mouvement écologiste. Donc on a soit gagné au NPA, soit qui travaillent déjà depuis un moment et qui commencent à produire aujourd'hui. On a même quelques camarades qui vont commencer à travailler sur les écosystèmes, qui était un thème sur lequel on n'avait quasiment aucune pratique. Donc là, il y a vraiment un gros travail d'élaboration, ce qui veut dire que dans la jeunesse étudiante qui milite au NPA aujourd'hui, on est plutôt demandeur à ce que des camarades travaillent sur ces thématiques-là, parce qu'on évoluera aussi qu'avec notre production intellectuelle. L'autre chose, c'est d'investir des militants dans les domaines écologiques. Cet investissement dans les domaines écologiques, et là je conclurai là-dessus, on a deux, là aussi, pistes qui s'avèrent assez payantes. La première, c'est nos camarades qui travaillent dans les entreprises. Je parlais des comités d'hygiène sécurité tout à l'heure. Beaucoup de militants de la gauche radicale dans les entreprises, quand ils deviennent délégués, ont tendance à devenir délégués du personnel, délégués de comité d'entreprise, et relativement peu délégués de comité d'hygiène sécurité. À l'expérience dans quelques secteurs où on a beaucoup développé le travail d'hygiène sécurité, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que les délégués que l'on mettait dans les comités d'hygiène sécurité
devenaient très sensibles au thème écologie, parce que de fait, c'est la santé des travailleurs au départ. Et à la SNCF, par exemple, des militants antinucléaires comme moi, qui ne me suis jamais préoccupé d'écologie jusqu'à l'an 2000, quoi. On a commencé, nous, à s'intéresser à ça quand on s'est rendu compte qu'on nous faisait asseoir sur des wagons nucléaires, le temps de changer les wagons, et qu'on restait assis pendant un quart d'heure, 20 minutes sur un château nucléaire. Et le jour où on s'est rendu compte, grâce à un article d'un journal allemand, que 30% de ces wagons étaient contaminés, on a fait des enquêtes de comité d'hygiène-sécurité, donc par le biais de nos délégués hygiène-sécurité. Et ces délégués hygiène-sécurité se sont rendus compte qu'en fait, les cheminots s'asseyaient pendant plus d'une demi-heure, une heure sur un wagon nucléaire. Et on a donc mené une enquête, on s'est rendu compte que ces wagons nucléaires, il suffisait d'être assis dessus pendant une demi-heure pour recevoir la dose annuelle, admissible pour chacun d'entre nous, pour qu'on commence à se préoccuper de fait de ça. Quand on s'est dit c'est des transports, mais finalement si c'est dangereux chez nous, le nucléaire est dangereux ailleurs, et progressivement notre syndicat a commencé à faire un travail sur le nucléaire. Du travail sur le nucléaire, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on mobilisait plus de collègues de travail pour aller sur une manifestation anti-nucléaire que pour aller sur un rassemblement sur les salaires. Et ça a été le tilt pour nous, les syndicats de cheminots, c'est qu'on s'est rendu compte que, notamment chez les jeunes salariés, ils étaient allés plus vite que nous, les syndicalistes. Et que la thématique écologique était déjà beaucoup plus rentrée chez les jeunes que chez les syndicalistes. Et on a rassemblé, on a été capable d'emmener beaucoup plus de militants et militantes soutenir José Bové, notamment sur les OGM, qu'on en ramenait sur des luttes plus naturelles, sur les salaires, etc. Donc on s'est rendu compte que c'était une lutte qui payait dans le mouvement ouvrier, de partir de thématiques proches des comités d'hygiène-sécurité, de thématiques écologistes, et qu'elles étaient beaucoup plus mobilisatrices et en plus beaucoup plus, je dirais, pourvoyeuses de militants et de militantes syndicaux dans l'entreprise. L'autre aspect, c'est directement pour le NPA, nos interventions dans les secteurs écologistes disaient on a une légitimité à gagner. On commence à l'avoir maintenant dans quelques secteurs de lutte écologiste. On retrouve des militants et militantes du NPA à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, dans toutes les luttes un peu radicales. Mais on retrouve aussi des militants et militantes du NPA dans le mouvement antinucléaire, sur les OGM. Donc on commence à avoir une petite audience dans le mouvement antinucléaire. Et là on s'est rendu compte d'une autre chose aussi, c'est que tout ce milieu militant des 40 années où on est passé un peu à côté de la montée des luttes écologistes, il y avait énormément de gens extrêmement radicaux. Complètement, alors eux, uniquement sur les luttes écologistes, donc se désintéressant totalement des luttes du mouvement ouvrier. Notre présence progressivement dans ce milieu-là fait qu'on attire à nous maintenant des militants radicaux de l'écologie vers la lutte anticapitaliste. Et je résumerai, je conclurai là-dessus, on en reparlera après. On se rend compte que notre travail à nous maintenant, il est d'écologiser, faire des néologismes, mais d'écologiser le mouvement ouvrier, puisque on voit, c'est un élément très mobilisateur dans les entreprises, mais c'est aussi de rougir le mouvement écologiste. Et là, on se rend compte également que dès qu'on est dans ces secteurs-là, on arrive à amener des militants écologistes sur les luttes anticapitalistes. Il est évident que, tu as raison de donner l'exemple palestinien, il est très bon, il y a l'exemple philippin qui est également très bon, parce que là c'est des camarades de la 4e internationale qui ont travaillé là-dessus et qui en font un peu leur mode de développement, après le tsunami qui avait désastré toutes les côtes philippines, et puis jusqu'à l'Inde, etc. d'ailleurs. Ils se sont retrouvés face à des réfugiés de fait climatique, et puis à une véritable catastrophe humanitaire. Et ces militants-là ces militants anticapitalistes, de fait, ont mis toutes leurs forces justement dans la bataille sur, d'abord pour tous les réfugiés climatiques, et puis pour éviter aussi qu'une telle catastrophe se reproduise. Et, ils ont constaté qu'effectivement, une grande partie des raisons et du tremblement de terre et du tsunami étaient liées
aussi à la façon dont était dégradée la région. Et ça devient pour eux une thématique de lutte au même titre que celle contre l'exploitation capitaliste plus habituelle ou contre les guerres locales. Bon, la Palestine, c'est un des secteurs où on retrouve le plus de militants, effectivement, du milieu ouvrier, de syndicalistes palestiniens, qui interviennent sur les problèmes de l'écologie, tout bêtement parce qu'effectivement, leurs terres sont en train de disparaître, pas uniquement à cause du mur ou de l'occupation des colons, mais aussi à cause de la disparition de l'eau, qui est aujourd'hui prise par Israël et qui n'est plus du tout fournie aux Palestiniens, par la destruction de leurs terres par des pesticides, de l'appauvrissement de leurs terres, etc. Donc on voit bien que très rapidement, notamment dans ce qu'on peut appeler les pays en voie de développement ou les pays pauvres, c'est une thématique qui intervient. Il y a plusieurs pays africains aujourd'hui, alors on peut contester les régimes, mais le Rwanda, je ne suis pas un grand fan du dirigeant actuel du Rwanda, quoique il n'a pas fait que des conneries quand même, mais c'est un des pays qui aujourd'hui calque son redressement sur le fait d'avoir une politique à la fois de baisse de consommation et une politique écologique de respect de la terre et des fabrications. Ils ont interdit un certain nombre de mines et ils sont en train de développer, c'est quasiment le pays le plus avancé dans le domaine, notamment sur les énergies renouvelables, etc. Donc on voit que dans les pays pauvres, aujourd'hui, pour sortir de la misère, beaucoup de luttes sociales se font justement en disant ne passons pas automatiquement par le charbon et les énergies fossiles, mais créons des énergies qui soient renouvelables et utilisables plus facilement par les populations. Par contre, on est, nous, confrontés à quelque chose, là. C'est qu'on ne peut pas réclamer... Là, c'était un des grands débats au niveau de la COP21, et puis de la COP22 qui vient de se tenir. On ne peut pas demander aux pays pauvres de faire les mêmes efforts que les pays développés. Il ne faut pas oublier que ce réchauffement climatique lié aux 150 ans d'un capitalisme débridé, il provient quand même, pour à peu près 80%, des pays développés. États-Unis, Europe, Russie, Chine aussi un peu, et les autres pays aujourd'hui subissent les conséquences du réchauffement climatique, mais les Africains ont raison de dire arrêtez de nous demander, nous maintenant, de ne pas faire de centrales à charbon, arrêtez de nous demander de ne pas utiliser nos mines, parce que nous, certes, on continue à polluer, c'est vrai, mais les gens qui ont pollué la planète pour l'instant, c'est pas nous, c'est vous. Donc on a à réfléchir, nous, dans nos revendications y compris, c'est bel et bien les pays riches qui doivent aujourd'hui faire les efforts. Et on ne peut pas empêcher un certain nombre de pays en voie de développement qui ont besoin d'utiliser leurs ressources naturelles, leur dire aujourd'hui vous ne devez plus le faire. Donc voilà, non seulement la difficulté elle est d'arrêter de consommer comme on fait et donc d'utiliser les ressources notamment minérales de la terre, mais c'est surtout dans nos pays que cet effort devra être fait. Et pas dans les pays en développement. C'est le chantage, on peut dire, c'est un chantage qu'a fait le président de l'Équateur en disant je veux bien arrêter le pétrole, mais vous payez. Sinon, je vais continuer à produire du pétrole. Et pareil pour la défense de certaines forêts, s'ils veulent construire une route à travers la forêt vierge, lui il a dit, moi je suis assez d'accord qu'on arrête ce projet, mais les pays riches doivent payer. Parce qu'ils ont besoin de cette route pour se développer autrement. Donc s'ils ne veulent pas de cette route pour se développer, il faut qu'il y ait une compensation à un moment donné, qui est le fait que les pays qui sont les responsables de la pollution payent. Ces pays sont les nôtres, hein. Ça veut dire que non seulement nous, il va falloir qu'on baisse notre consommation et qu'on arrête notre production telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire cette surproduction, cette société de consommation, mais il faudra qu'on l'arrête à un niveau même supérieur parce qu'il va falloir qu'on assume également pour les pays les plus pauvres. D'où le fait que c'est une bataille qui est à la fois une bataille du mouvement ouvrier dans les pays en voie de développement, mais qui est aussi une importance pour nous parce que si on arrête c'est des emplois, c'est tout un tas de choses qui sont mises en cause chez nous. Moi je vais dire un truc, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est pour donner des chiffres. Mais ça plombe aussi. En général, en écologie, on plombe assez facilement les ambiances. Par exemple, au moment de la COP21, si on maintient les objectifs de réchauffement climatique tels qu'ils sont définis par la COP21, c'est-à-dire se situer en dessous de 2 degrés,
ça aura pour conséquence minimale qu'en 2050, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde. Ça, ce n'est pas les chiffres du NPA ou de la gauche, c'est les chiffres de la COP21, hein, c'est les projections et tout ça. Donc vous voyez ce que ça donne, 5 millions de Syriens qui sont chassés par la guerre, imaginez 250 millions de réfugiés climatiques. Donc ça c'est un chiffre qui montre à quel point la question écologique va surdéterminer la géopolitique mondiale dans 30 ans. Hein. C'est 2050, c'est passé dans pas longtemps. Ça c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, en 2100, les hypothèses les plus basses disent que le niveau de la mer monterait de 1 mètre. Alors comme ça, c'est l'air de rien, vous voyez les vagues, font 1 mètre. Non, si le niveau de la mer monte d'1 mètre, ça veut dire que toutes les terres côtières, sur lesquelles il y a l'essentiel de l'agriculture d'un certain nombre de pays, en particulier en Asie, les deltas des grands fleuves, qui sont des grandes zones plates, immenses, et qui sont à 1 mètre au-dessus du niveau maximum de la mer, à marée haute. Hein. Il y a 500 millions de personnes qui habitent sur ces zones-là. Voilà. Deuxième chiffre qui fait que, d'un point de vue, ces deux chiffres-là, d'un point de vue de l'organisation mondiale, de la répartition des populations, c'est un changement absolument phénoménal. Et puis un truc qui nous concerne davantage, aux États-Unis, on s'est aperçu que la prévalence de l'autisme chez les petits-enfants, chez les bébés, est en train de doubler tous les 5 ans, et qu'il y a une corrélation extrêmement forte démontrée sur une étude faite sur 10 ans. Prenant, en fait, la méthodologie, c'était l'urine des femmes enceintes et on dose tout ce qui est perturbateur endocrinien, insecticides, phtalates et tout ça. Et plus les doses de perturbateurs endocriniens sont élevées, et plus l'apparition d'autisme est élevée. Or, le nombre d'enfants autistes aux États-Unis double tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'on est en train de s'empoisonner, non seulement nous, mais d'empoisonner les générations futures. Et c'est des taux d'augmentation qui sont absolument effrayants, quoi. Donc l'exposition aux pesticides, ça touche aussi la reproduction de l'espèce humaine. C'est pas seulement la mortalité prématurée, le cancer et tout ça. C'est les générations qui vont arriver vont être affectées par des problèmes de handicap, de problèmes de retard mental, de choses comme ça. Voilà, tout ça, c'est pour situer le cadre, la notion d'urgence dans laquelle on est, hein, sans parler des grands cataclysmes. Mais ça, c'est des choses qui sont maintenant dans lesquelles on est et qui sont quasiment inéluctables, quoi. Rapidement, dans les choses qui ont été dites, là, pour le plus rapide et le plus facile, l'écosocialisme, le bataille sur le terme, je pense que ça vient plutôt effectivement du courant qui était à la LCR et à la création du NPA, que le terme écosocialiste est le premier apparu, et notamment avec un camarade, mais qui a un pied au NPA et un pied ensemble, donc il est un peu dans les deux. Donc voilà. Par contre, c'est un terme que le parti de gauche, pendant un temps, a repris effectivement, en essayant de le faire sien. Et comme il avait un peu plus le porte-voix que nous, ça s'est un peu plus entendu. Mais maintenant, le parti de gauche ne parle plus du tout d'écosocialisme. Ils ont complètement renoncé au terme, pour le coup. Hein. Alors, par contre, pour la proximité avec nous, il y a dans le parti de gauche, et à Ensemble aussi, une approche qui est assez similaire à la nôtre quand même, qui est de dire que l'écologie n'est pas une chose annexe, mais est au centre de leur programme politique. Là où on va commencer à avoir pendant très longtemps, on s'est donc assez souvent retrouvé avec Corinne Morel-Darleux, qui est dans la Drôme notamment, qui est un peu la responsable écologiste du PG, assez souvent sur les mêmes thématiques et en défendant à peu près les mêmes choses, quoi, sans grande divergence. Les divergences sont arrivées à un moment crucial qui est celui qui va se poser à nous. On n'est pas les seuls à considérer que la planète est en danger. En tout cas, que notre survie à nous, en tant qu'êtres humains sur la planète, est en danger. Les capitalistes aussi. Et une partie de l'industrie capitaliste aujourd'hui se dit qu'il y a un créneau, d'abord. Un créneau de profit. Et donc, vous voyez maintenant fleurir des éoliennes qui sont de l'industrie privée, hein, etc. Des industries écologiques. Des entreprises qui défendent, qui interviennent sur la biodiversité, qui interviennent sur les énergies renouvelables, etc.
C'est ce qu'on appelle le capitalisme vert. Et là, avec le parti de gauche, on commence à avoir une divergence. C'est que eux, d'une certaine façon, aujourd'hui, comme les Verts d'ailleurs, hein, considèrent que ce capitalisme vert est finalement un mieux que le capitalisme qui dégradait tout. Et là-dessus, nous, par contre, notre position, elle se rapproche beaucoup plus celle d'André Gorz, qui est de dire que le capitalisme vert reste capitalisme, c'est-à-dire la recherche du profit, et pas du tout de l'amélioration des conditions de vie et du maintien même de la vie des êtres humains sur Terre. Je pense qu'effectivement, qu'on n'a pas besoin de viande pour vivre, donc ça c'est une évidence, et qu'on pourrait déjà consommer énormément moins. Est-ce qu'on doit créer une société qui soit totalement sans viande? Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait possible, et même souhaitable. Mais par contre, il est évident que la consommation actuelle, la surconsommation actuelle de viande dans le monde, et notamment dans les pays développés et riches, elle est inacceptable pour le coup, par contre. D'abord, c'est les pourvoyeuses d'une agriculture de masse, et aussi parce que ça provoque des maladies et ça provoque l'obésité notamment. Donc voilà. Mais je n'ai pas de position particulière sur le fait qu'il faille manger ou pas de la viande et développer que l'agriculture uniquement pour manger des produits agricoles. Vas-y. Ah, ok. Déjà, pourquoi pas souhaitable? Pas souhaitable parce que dans des pays à développement, où à un certain niveau de richesse, etc., c'est faisable. Dans des pays où on est en situation de surpopulation, de nécessité de nourrir tout le monde, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas un besoin d'apport. Mais je ne suis pas médecin, donc voilà, je pense que l'utilisation de la viande dans ces cas-là, c'est ce que je disais toujours, on ne peut pas s'adresser qu'à des couches un peu aisées, quoi. On peut se retrouver des couches pauvres et qui est nécessité quand même d'utiliser tous les éléments nécessaires à la vie qui sont aussi la viande dans ces cas-là. Mais on pourrait très bien trouver des solutions effectivement sans viande. Voilà. En gros, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à travailler sérieusement sur l'écologie de l'NPA, et c'est le cas, on rentre dans un domaine qu'on ne connaissait pas ou peu, et il y a plein de portes, et on est de plus en plus interpellé par des camarades de l'NPA aujourd'hui sur la souffrance animale, par exemple. On n'a pas de réponse, c'est vrai, et personne n'en a vraiment, à part le fait qu'on dise que c'est vrai que ces abattoirs et l'élevage de masse, les abattoirs tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est scandaleux, quoi. Donc, mais là, on réagit un peu comme plein de gens de la société. Après, il faut ne pas réagir qu'avec le pathos, il faut aussi réagir avec les conditions de vie, la précarité énergétique, la précarité alimentaire, etc. Donc, tout ça va demander à être réfléchi, on n'a pas des réponses à tout. Ce qui est certain, c'est que maintenant, on est interpellé, y compris dans notre organisation. On a eu plusieurs fois des demandes de camarades disant « mais vous dites rien dans le journal sur la souffrance animale, par exemple ». Je crois qu'il y a quelqu'un en train d'écrire quelque chose là-dessus, d'ailleurs, de la commission écologie. Bon, on est un peu néophyte hein, sur plein de sujets, mais il n'y a pas que nous. Hein, Alors maintenant, est-ce qu'on pourra toujours vivre parfaitement? Parce que dans ces cas-là, c'est tout le problème dans le domaine. Hein, c'est si vous commencez à mettre le doigt aussi, vous allez des fois... il ne faut plus être chez EDF, mais il faut être NRCOP, il ne faut plus avoir de voiture. Bon, voilà. La vie parfaite écologique, elle n'est pas évidente. Hein. Donc déjà j'aurais tendance à dire, posons-nous les problèmes, engageons les débats, parlons de ces choses-là, même si nous, on n'est pas porteurs des réponses, le mouvement social est capable d'en apporter. Il y a un mouvement social aujourd'hui contre la souffrance animale qui est en train de se constituer, et c'est à la limite, donnons-lui la parole, quoi. Même si nous, on n'a pas de position particulière. Un des points d'implantation, maintenant le NPA commence à avoir une légitimité dans le mouvement écologiste, c'est sur la lutte antinucléaire. Il faut reconnaître que sur d'autres secteurs, on est encore très en retard et en réflexion, mais c'est pas grave, ça viendra. Sur la lutte antinucléaire, il y a de plus en plus de copains et copines du NPA qui militent un peu partout maintenant, à Bure, à Flamanville, dans la vallée du Rhône, tout près d'ici à Bugey. Et s'il y a vraiment un investissement local, notamment sur Lyon, ce serait
localement, à Lyon, et puis dans les entreprises, etc., mener cette bataille sur l'énergie nucléaire. Et pour plein de raisons. L'une, parce que c'est un des secteurs les plus radicaux de l'écologie aujourd'hui, les plus en opposition avec Europe Écologie Les Verts et les autres sur le sujet, parce que tous les partis, entre guillemets, de l'écologie politique ont renoncé à la lutte antinucléaire. Et donc là, on a une ouverture, on nous écoute beaucoup sur le sujet. Et puis surtout, parce que est en train de se recomposer un mouvement antinucléaire, des groupes locaux là, qui sont en train de s'organiser par la base, et non plus par le biais de grosses structures. Et je pense que c'est un bon exemple aussi de nos pratiques, c'est-à-dire de ne pas chercher à créer des structures un peu comme les Amis de la Terre ou Greenpeace qui fonctionnent quelquefois de façon un peu opaque, mais plutôt des structures partant de collectifs locaux et qui travaillent ensemble, qui se co-organisent et qui travaillent ensemble. C'est aussi une pratique qui est celle du NPA, de la démocratie et de l'autocontrôle des organisations elles-mêmes. Donc dans le mouvement antinucléaire aujourd'hui, il y a à la fois cette bataille d'urgence, d'arrêt des centrales nucléaires, mais aussi de mettre en place des structures de collectifs indépendants qui s'écoutent, qui travaillent ensemble, qui échangent. Et voilà, il se passe quelque chose au mouvement antinucléaire pour l'instant, et ce serait bien qu'il y ait le maximum de militants du NPA qui y participent.